Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous choquer, des vérités que certains ne veulent pas que vous découvriez. Abonnez-vous maintenant au 237e continent pour ne rien manquer. Le Mali a subi une guerre informationnelle terrible, organisée par la presse officielle française et ses vassales africaines. Le Mali a victorieusement résisté, non seulement à cette campagne médiatique, mais à la stratégie du coup d'État énergétique qui avait été ourdi contre lui. Maintenant, depuis près de 2 semaines, une nouvelle campagne a été lancée et nous avons formellement identifié le média à partir duquel la campagne a été lancée. C'est le média TV5 et notamment les reportages d'un individu tristement célèbre, Kapi, à Dakar au Sénégal, à partir d'où il nuit à toute l'Afrique souveraine en lutte sous la protection des autorités ambiguës du Sénégal. L'individu qui est à l'origine du lancement de la nouvelle vague de désinformation criminelle contre la République du Mali s'appelle Bobohundada Serge Daniel. Nous l'appelons affectueusement le hibou de Dakar. Ce terreau-journaliste, car c'est ce qu'il est connu pour être l'un des secrétaires particuliers des principaux chefs des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il travaille en étroite intelligence avec le maître communicateur, le porte-parole attitré, le vuvuzela de l'impérial terrorisme organisé par le néocolonialisme français, à savoir Wassim Nasr. Bobohundada Serge Daniel, fils d'un diplomate béninois, a décidé de vendre son âme à la junte néocolonialiste française contre tous les peuples africains en lutte dans le cadre du quadruple programme. Départ total des troupes néocolonialistes françaises du sol africain, suppression de la monnaie criminelle du franc CFA, fin de l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains et fin de la répression culturelle française contre les anciennes colonies et anciens territoires sous tutelle française d'Afrique. Missionné par la cellule africaine de l'Élysée, posté donc à Dakar comme un véritable sniper ténébreux, Serge Daniel, les populations du Sahel, a démoralisé les armées sahéliennes, a démoralisé l'opinion africaine qui est massivement en soutien de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, démoralisé tous les afro-descendants de la Terre à propos du souffle de renaissance civilisationnelle qui aujourd'hui bat son plein sur le continent africain. Bobohundada, je ne l'ai pas appelé hibou par hasard, c'est un oiseau de malheur. Il est chargé de fabriquer le malheur, il est chargé de créer le malheur, il est chargé de répandre le malheur, il est chargé de perpétuer le malheur, il est chargé de donner l'habitude du malheur. Il s'agit d'un terreau-journaliste. Le concept de terreau-journalisme a fait l'objet d'un travail scientifique qui a été publié dans notre ouvrage Géopolitique et géostratégie de la communication en Afrique contemporaine. Ouvrage rédigé à la suite de notre conférence, lorsque nous avons eu l'honneur d'être l'invité spécial des universités africaines de la communication de Ouagadougou au mois d'octobre 2025. Dans cette conférence, désormais publiée et disponible, commandable via le site de commande de livres Amazon, nous avons développé un concept scientifique qui décrit l'activité de Bobohundada Serge Daniel, de Wassim Nasr et de tous ceux qui sont chargés de ce sale boulot, celui de saper le moral des Africains afin de les maintenir dans le giron du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous avons créé le concept de terreau-journalisme. C'est quoi le terreau-journalisme? C'est un journalisme au service du terrorisme. Et le travail du journaliste au service du terrorisme, donc du terreau-journaliste, constitue à fomenter des mensonges contre les nations souveraines, les gouvernements souverains panafricanistes, de nature à semer un état mental de peur dans les populations, dans les armées, dans les gouvernements et dans l'opinion mondiale. Donc le terreau-journaliste est par définition un propagateur de terreur. Assis dans son cabinet, il crée des faits imaginaires et bénéficiant du pouvoir de distribution des médias officiels français et de tous leurs affidés à travers le monde,
il transforme les faits imaginaires fabriqués dans son cabinet de réflexion en faits apparemment réels et qui devraient être considérés comme des paramètres de la réalité dans le comportement des hommes réels. Et ainsi, on peut dire que le terrorjournalisme consiste à introduire des démons dans le monde. Sur le plan spirituel, le terrorjournaliste est un créateur de démons, c'est un invocateur de démons. Il invoque des entités malfaisantes, il les introduit dans le monde à travers RFI, France 24, TV5, à travers Jeune Afrique, à travers le monde. Il les introduit à travers l'AFP dans le monde, et ces entités démoniaques se mettent à semer du désordre dans l'esprit des Africains mal informés, semer des doutes dans l'esprit des armées mal aguerries, et semer bien sûr de la panique dans l'esprit des gouvernants qui n'ont pas pris conscience de l'importance de la bataille de l'information dans la lutte de libération. Voilà en quoi consiste le terrorjournalisme que j'ai thématisé dans ma conférence de Ouagadougou, aujourd'hui publiée. Et c'est le travail de Serge Daniel. Qu'est-ce que ce type vient d'inventer? Ça fait 1 ou 2 semaines, tous les matins, j'ai vu apparaître une information apparente, mais qui n'a jamais été une information, selon laquelle le gouvernement du Mali aurait, en échange du lâcher-prise des terroristes sur les voies d'approvisionnement du carburant, libéré 100 terroristes des prisons maliennes. Astaghfirullah. Vous savez, quand on est, par exemple, à Paris ou à Rouen, et qu'on entend ces nouvelles diffusées par Bobo Hundada, Serge Daniel, diffusées par RFI, diffusées par France 24, diffusées par Sud-Ouest, diffusées par Le Monde, par Libération, par Jeune Afrique. Quand on est à Paris, ou qu'on est à Washington, ou qu'on est, je ne sais pas, à Kinshasa, il y a une tentation forte d'intégrer ce type de pseudo-information dans le domaine de la réalité. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas à Bamako, on n'est pas au Mali. On n'a pas l'avantage de ceux qui vivent sur le terrain, ceux qui sont au contact des institutions, ceux qui sont au courant de ce qui s'est décidé au tribunal aujourd'hui, de ce qui s'est décidé au Conseil des ministres aujourd'hui au Mali, ceux qui sont au courant des dernières informations que les services officiels de l'armée malienne ont délivrées. La plupart des Africains qui sont hors du Mali et qui ne travaillent pas sur des informations pertinentes à propos de ce qui se passe au Mali se retrouvent ainsi intoxiqués a priori par le soupçon qu'il y aurait quelque chose qui s'est passé. Car il faut bien qu'il y ait quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait 30, 40, 50 médias qui répètent en boucle la même chose. Or, en réalité, dès le départ, il s'agit d'une invention criminelle de la cellule africaine de l'Élysée, d'une invention criminelle des renseignements généraux français, d'une invention criminelle des terrorjournalistes français placés en embuscade un peu partout en Afrique pour nuire à l'appréciation de la réalité. Il s'agit d'une pure création, une pure fiction mentale de ces individus. Mais comme ils bénéficient de larges canaux de diffusion des informations, leur pire fiction, leur démon, se matérialise dans le monde sous la forme du doute, qui peut s'emparer de l'esprit des Africains du Canada, des États-Unis, du Mexique, d'Amérique latine, de l'esprit des Africains d'Europe, de l'esprit des Africains d'Asie, des Africains qui sont dans les îles des océans Atlantique et Indien, ou des Africains qui sont dans les autres pays en dehors du Mali. Sans oublier même certains Africains qui sont au Mali et qui ne font pas la peine, ne s'imposent pas la peine de savoir ce qui se passe réellement, c'est-à-dire d'aller à la source de l'information, et qui se contentent de ce qu'ils ont entendu sur TikTok, entendu sur Facebook, vu sur Google, pour juger de ce qui se passe dans leur propre pays, alors même qu'en ouvrant clairement leurs propres yeux et en frappant à la bonne porte, ils peuvent avoir une information juste et équilibrée. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ces campagnes démoniaques du terrorjournalisme. Il ne faut pas les prendre à la légère. Et il ne faut pas tomber dans le panneau de certains de nos frères qui disent ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, on s'en fout. Non! On ne doit jamais se foutre de ce qu'ils racontent, même si ce qu'ils racontent est faux. Car, en fait, dans le domaine de la guerre communicationnelle, ce n'est pas la vérité ou la fausseté de ce qui est raconté qui a un impact, c'est le degré de diffusion et d'impact de ce qui est raconté qui a un impact. Je recommence. Dans le domaine de la guerre informationnelle, ce n'est pas la vérité ou la fausseté de ce qui est diffusé qui a un impact, mais c'est l'impact même de ce qui est diffusé qui a un impact. Autrement dit, vous pouvez avoir raison, mais si vous menez une mauvaise politique de communication, du point de vue de l'opinion, vous aurez tort. Et vous pouvez avoir tort, et si vous menez une bonne politique de communication, du point de vue de l'opinion, vous pourriez avoir raison. Est-ce que vous comprenez? Donc il nous faut, nous, Africains, Africaines en lutte,
que ce soit les populations civiles, les armées et les gouvernants, prendre très au sérieux la guerre informationnelle. Parce que la guerre informationnelle peut permettre à nos ennemis de fabriquer des réalités qui vont être considérées comme vraies par l'opinion. Et l'opinion pourrait se comporter en conséquence, alors même que nous avons la conviction personnelle, mais intérieure, la conviction un peu simpliste que de toutes les façons, les gens savent que c'est faux. Non, les gens ne savent pas que c'est faux. Parce que les gens se font matraquer, les gens se font marteler, les gens se font assommer par des informations fausses et répétitives. Et à force de répéter des faussetés, ces faussetés prennent une allure de vérité et elles se mettent à influencer le comportement des personnes. Donc, dans la guerre informationnelle, on ne néglige pas un certain type de rumeurs. On ne les laisse pas s'installer pendant 1-2 semaines avant de les démentir. Dès qu'on les voit se lever, il y a une cellule de veille qui les contre-attaque à la source. Non pas parce que ces rumeurs qui sont basées sur du faux vont devenir vraies, non, mais parce que l'effet qu'elles peuvent avoir sur l'opinion, eh bien, n'est pas celui qu'on croit. On peut défaire un gouvernement tout entier avec une rumeur savamment orchestrée. On peut mettre un pays à feu et à sang avec une rumeur savamment orchestrée. On peut justifier, vous avez vu les Américains le faire ces dernières décennies, on peut justifier les guerres les plus atroces en ventilant au départ une rumeur qu'on transforme en information apparente. Donc, nous devons prendre très au sérieux et mettre en situation de surveillance permanente la production des principaux agents d'intoxication que nous connaissons. C'est notre responsabilité, nous qui nous battons pour la souveraineté africaine, de lister les agents de désinformation et de les surveiller 24 heures sur 24. Je dis bien 24 heures sur 24. Des gens comme Serge Daniel Bobongdada, des gens comme Wassim Nasr, on doit avoir une cellule qui est chargée de savoir ce qu'ils ont publié tous les jours. Les principaux médias spécialistes de l'intoxication sur l'Afrique doivent être l'objet d'un suivi 24 heures sur 24. Il doit y avoir quelqu'un, des gens qui sont éveillés à toutes les heures pour savoir ce que ces gens-là disent, afin de leur porter l'estocade le plus tôt possible dans l'œuf. Quand ils commencent, il faut les frapper. De ce point de vue, je dois reconnaître que nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière, parce qu'en fait, il y a une disproportion entre les moyens à la disposition de nos États, affaiblis par des guerres, affaiblis par l'exploitation néocolonialiste, affaiblis par la corruption interne, affaiblis par les conflits internes, les moyens qui sont mis à la disposition de cette résistance et de cette guerre communicationnelle sont comparablement inférieurs à ceux auxquels on est confronté en face. Si vous allez regarder, il y a un très beau livre qui a travaillé spécialement sur cette question de notre jeune frère, le docteur Jules Domché. Jules Domché, le journaliste, a publié un livre sur le rôle des médias dans la guerre communicationnelle. Le livre est intéressant surtout aussi pour la documentation statistique du niveau de financement de la guerre communicationnelle au niveau des puissances occidentales. Domché montre combien d'argent un pays comme la France met à essayer de nous mettre dans le crâne ce que pensent les dirigeants français. Il étudie le financement américain de l'information, le financement britannique de l'information. Bref, les principaux pays occidentaux, Domché récupère les informations sur combien d'argent ils mettent pour pouvoir surveiller ce qui se passe dans notre crâne à travers leurs médias. Et il montre la disproportion qu'il y a entre l'investissement africain dans la guerre informationnelle et l'investissement des puissances néocolonialistes et impérialistes. En réalité, nous, Africains en lutte, avons la chance d'avoir la vérité et la justice de notre côté. En faisant l'effort de mobiliser la vérité et la justice, nous rattrapons le retard, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan technologique, le retard auquel nous sommes confrontés face à ces géants qui détiennent sur notre tête des satellites, qui regardent en temps réel les mouvements de nos dirigeants dans nos pays. Ces gens-là, qui sur le plan de la technologie ont encore de l'avance sur nous, les affronter n'est pas une chose aisée. Mais ce n'est pas une excuse pour baisser les bras et nous retrouver en train d'être facilement submergés par des vagues de rumeurs, de fausses informations qui s'installent dans l'opinion. Donc, Bobongdada, et c'est pareil, ont tenté de lancer l'idée que le Mali aurait libéré ces derniers jours, ces dernières semaines, plus de 100 terroristes. Et qu'en échange de cela, le Mali a obtenu des terroristes qui laissent le carburant entrer et approvisionner les villes et campagnes maliennes. Quand vous écoutez le reportage que Bobongdada a fait au départ sur cette affaire, vous êtes frappé par un fait.
Il n'y a aucune preuve qui est donnée en faveur de cette libération. Ni les soi-disant prisonniers qui ont été libérés, ni le jour où ils auraient été libérés, ni l'endroit où ils auraient été libérés, ni l'autorité qui les aurait libérés ne sont cités par Bobo Oudara. En fait, c'est une libération imaginaire. Il n'y a aucun élément factuel, empirique. Il n'y a rien qui corresponde à une réalité ayant eu lieu sur cette terre du Mali et qui est à l'origine de la soi-disant information. Une fois que Bobo Oudara a fabriqué ce narratif, on l'envoie à l'AFP, Agence France Presse, et l'AFP distribue ces éléments de langage, ces termes de référence à tous les autres médias français. Voilà comment ça se retrouve sur France 24, ça se retrouve sur RFI, ça se retrouve sur Jeune Afrique, ça se retrouve sur Libération, ça se retrouve dans Le Monde. C'est centralisé. Tout cela est centralisé. Et c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à voir la structure du récit. Vous prenez 20, 30, 40 médias français et leurs succédanés néocolonisés d'Afrique, vous vous rendez compte que c'est le même texte qui a été copié-collé. AFP copie-colle à France 24. France 24 copie-colle à RFI. RFI copie-colle auprès de TV5. TV5 copie-colle avec France Ouest. France Ouest copie-colle avec Jeune Afrique. Jeune Afrique copie-colle avec Le Monde. Le Monde copie-colle avec Libération. Libération copie-colle avec Le Figaro. Là, vous vous rendez compte, quand vous comparez la manière dont l'information a été restituée, qu'il s'agit de la même cellule. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.